Très chers internautes, bienvenue, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour d'une session extraordinaire annoncée pour le 15 août, c'est de la part de Forum des As. Il faut parler aussi de la prospérité qui titre Gouvernement Ilunga Kamba attend la liste définitive ce week-end. Congo Nouveau, Idiofa, les chantiers inachevés de Minaku. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlons donc aujourd'hui de cette question, cette petite polémique autour de propositions de monsieur le Premier ministre Ilunga Nkamba qui a estimé qu'il fallait que le ministre remplisse un certain critérium avant d'être ministre, avant de se voir sur la liste définitive des ministres qui sera certainement présentée au cours d'une, soit assemblée, une plénière extraordinaire ou une plénière ordinaire après septembre ou bien avant dans le cadre d'une session extraordinaire. Alors pour M. Ilukamba, il a donné il a donné sa liste, son critérium. Mais ça pose un sérieux problème, ça ne rencontre pas l'assentiment de tout le monde. Il y en a qui acceptent et d'autres n'acceptent pas. Une polémique autour de la question. Mais il faut dire ce qui est vrai. C'est que dans un pays qui se veut sérieux, il faudrait que ceux qui veulent gouverner, ceux qui veulent diriger le pays, soient des personnalités qui ressemblent disons, au secteur en question. Ça veut dire qui ressemblent ou qui correspondent, dont le profil correspond vraiment aux exigences d'un secteur ou aux exigences du département en question ou du ministère en question. Il ne faut pas que les gens soient nommés simplement parce qu'on veut faire plaisir à des gens, tout simplement cela, mais il faudrait que ces gens-là rencontrent d'abord les exigences de ces départements, de ce boulot, de ces services, et aussi l'assentiment du peuple. Il ne faut pas que ce soit des gens qui énervent le peuple. Et donc, M. Yukamba estimait que c'était important. Mais là où ça commence à déranger, c'est quand on essaie de scruter chaque point de son critérium, de sa liste, on estime qu'il y a certains points qui sont fantaisistes. D'autres qui sont, pour certaines personnes, des règlements de compte. Alors, pour certaines personnes, il faut donc annuler carrément certaines dispositions. D'autres estiment qu'il faut compléter ces dispositions-là qui sont, à leur avis, incomplètes. C'est le cas de M. Jean-Claude Katende, qui est le président de la ZADO, qui estime qu'il y a certaines dispositions qui violent même la quiétude, qui dérangent la quiétude, parce que ça frise à une sorte de règlement de compte. Alors, j'aimerais revenir sur un journal d'hier, c'était l'Avenir, qui avait finalement donné les points, sinon donné ces points-là. On parle premièrement, ne pas faire l'objet de condamnations judiciaires fermes en RDC ou à l'étranger. Alors, l'analyse profonde de la question, c'est qu'ici se trouve un petit piège. Le piège est à quel niveau? Le piège est au niveau de savoir que, quand on dit condamnation ferme, ça veut dire que tout a été fait et qu'on ne parle pas que de poursuites judiciaires. On ne parle pas que de procès qu'il y a eu. Ici, on parle d'une condamnation, ça veut dire d'un arrêt qui devient inattaquable, d'un arrêt définitif. En fait, c'est ça l'idée de la lettre. C'est ça l'idée de cette disposition. Mais maintenant, là, ça commence à gêner un peu parce que dans ce cas, vous risquez de ne trouver aucun corrompu, aucun corrupteur qui n'a été déclaré par la loi. C'est là le plus grand problème. Et donc, vous donnez une prime à la délinquance, ça veut dire à ceux-là qui ont su prendre la justice entre leurs mains, à ceux-là qui pouvaient être beaucoup plus forts que la loi. Et donc, c'est comme ça. Donc, ici, cette loi, cette disposition, ne prend pas en compte toutes les personnes poursuivies à l'étranger. Ça ne prend pas ici en compte toutes ces personnes sous sanction étrangère. Ça ne prend pas en compte toutes les personnes qui ont été impliquées dans les rapports internationaux. Tout ça, ils ne sont pas pris en compte. Cet article, ou disons, cette disposition, ne prend pas en compte des gens immoraux, des gens dont la société reconnaît l'immoralité. Ici, cette disposition ne prend pas en compte toutes ces personnes-là. Et donc, ça dérange un peu. Ça dérange un peu. Mais qui tombe dans le filet? Ceux qui tombent dans le filet sont ceux-là qui étaient victimes d'un système de répression à l'époque de M. Kabila. Ça veut dire des gens comme M. Franck Diongo, des gens comme Diomi Dongala, des gens comme l'homme du Katanga, j'oublie encore, Mouyambo. Ils sont nombreux. Ces gens-là ne pourront jamais se retrouver. Des gens comme M. Bemba, parce qu'il a été condamné ailleurs, à l'extérieur, il ne peut pas être, disons, ministre ou même vice-ministre parce que
Il y a dans une affaire, il a été condamné, dans une autre affaire, il a été acquitté. Alors, de ce point de vue, il y aura un sérieux problème. Il y aura un sérieux problème parce qu'il va faire référence à la Cour constitutionnelle, qui aura tout ça. Ils peuvent faire des rattachements, même si on sait tous que l'affaire de M. Bemba est bidon, est vide. On sait tous que cette affaire est totalement vide. Mais si on veut s'accorder, s'attacher à cette disposition, même M. Bemba est dérangé. Donc vous vous rendez compte que cette loi, disons, cette disposition ou cette mesure n'a pas pour but d'unifier, mais au contraire de diviser les gens. Parce que l'article, disons, la disposition, elle est tout simplement provocatrice. Au-delà du fait qu'elle soit provocatrice, elle est tout simplement incomplète. Incomplète pourquoi? Parce que dans la manière de sa formulation, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on ne prend pas en compte l'aspect sociologique des choses, on ne prend pas en compte les contextes dans lesquels le pays a évolué. On était dans un pays sérieux, on aurait dit ça serait bien. Non, personne n'allait être gêné. Mais au fait, personne ne veut voir la gestion de la République entre les mains des condamnés. Non, on ne veut pas. Personne ne peut accepter qu'un condamné puisse gérer le pays. On ne peut pas accepter cela. Mais si ces condamnés étaient injustement condamnés, en ce moment-là, ça change toute la donne. Si la procédure d'arrestation n'avait pas été respectée, si les principes élémentaires du droit n'avaient pas été respectés, alors je ne vois pas pourquoi on va imputer à quelqu'un cette charge. Je ne vois pas comment on va finalement compromettre l'avenir politique de quelqu'un, tout simplement parce qu'on a pris un acte comme ça. Donc je crois moi aussi que cette mesure n'est pas du tout bonne. Elle a plutôt un bon corps, le corps est bon, mais l'âme est mauvaise. Le corps il est bien, mais c'est l'âme qui a un problème. Et c'est dans cette âme qu'il faut changer. C'est dans cette âme-là qu'il faut trouver un moyen de transformer la chose. C'est dans cette âme qu'il faut trouver un moyen de reformuler. Pourquoi ne pas dire, comme le propose M. Jean-Claude Katende, pourquoi ne pas demander à ces ministres-là, tous ceux qui ont été accusés, tous ceux qui ont été poursuivis à l'étranger comme à l'intérieur du pays, pour des raisons qui touchent la moralité publique, tous ceux qui ont été impliqués dans les rapports internationaux, tous ceux qui ont été impliqués dans les rapports nationaux, dans les violations des droits de l'homme, dans les violations de libertés individuelles, dans le viol, dans la corruption, dans tout ça, dans toutes ces choses, dans la tricherie, dans tout ça. Si toutes ces personnes, en fait, si cette disposition prend en charge toutes ces personnes, en ce moment-là, même ceux qui étaient condamnés injustement pourront dire on n'est pas seul, on est nombreux. Mais si seulement on va s'attaquer à certaines personnes parce qu'il faut faire plaisir à d'autres, tout en sachant que certaines personnes étaient ministres de justice à l'époque, donc même s'ils commettent des exactions ou ils commettent des forfaits, qui va les arrêter parce qu'eux-mêmes avaient la loi avec eux? Aujourd'hui, à l'époque, c'était beaucoup plus facile d'attaquer M. Katumbi parce qu'il n'était plus de l'autre côté. Il n'était plus de l'autre côté. Il était quelqu'un de l'opposition maintenant. Il fallait l'attaquer. Et maintenant, tout ce qu'il avait fait comme mal avait refait surface. Pourtant, quand il était encore à l'époque, quand il était encore au FCC, disons, à la majorité présidentielle à l'époque, il était tout blanc. C'était un cas d'école. Et je crois que c'est pareil. Je crois à un moment donné que c'est pareil. C'est pourquoi il faut éviter des mesures qui sont fantaisistes. Il faut entrer dans le fond. Vous avez des gens qui veulent être ministres, mais sur qui pèsent des rumeurs de 30 millions de dollars de la SNEL. Vous avez des gens qui sont insolvables, ils ne payent pas au FPI. Ils sont redevables au FPI, ils ne payent pas le FPI. Il y en a aussi qui ont eu l'argent de secteur public, mais qui n'ont jamais donné cet argent-là, envoyé cet argent-là au destinataire. Vous vous rendez compte? Alors, des gens pareils, parce qu'il n'y a pas eu condamnation ferme, parce qu'il n'y a pas eu de poursuite sérieuse, est-ce qu'on va dire que c'est pour autant qu'ils doivent nous gérer? Non. Un corrupteur ne peut plus nous gérer. Mais maintenant, le problème, c'est que le modèle qui permet de confirmer que tel est corrupteur, que tel autre n'est pas corrupteur, ce modèle-là avait un problème chez nous. À l'époque de M. Kabila, ce modèle avait un problème. L'appareil judiciaire a eu de problèmes sérieux. Parce que l'âme de l'appareil judiciaire avait été dérangée, politisée. Et du coup, l'appareil a été séquestré par une volonté nocive, une volonté politique nocive de tout contrôler et finalement de prendre les choses à sa guise. Jusqu'au point que la déformation, les erreurs de l'appareil judiciaire sous l'époque de M. Kabila, ces erreurs ont continué.
Même quand Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, vous avez vu le spectacle de la Cour constitutionnelle. Pour la première fois dans la vie, moi, depuis que j'ai fait le droit, depuis que j'ai fait mes études en droit, 5 ans après, je n'ai jamais appris, jamais vu où est-ce que une procédure en rectification matérielle puisse toucher les fonds. On m'a appris toute la vie que ça ne touche jamais les fonds, ça ne touche que la forme. Mais là, j'étais surpris. Ça touchait le fond. Alors, je me pose la question, mais où sommes-nous? Et quand cette décision, ces arrêts sont rendus par une cour qui est estimée une cour la plus importante du pays et qui n'a pas, cette cour-là, qui n'a pas une chambre d'appel, qu'on ne peut pas casser la décision du fond, au fond de ces juges-là, je me dis, mais qu'est-ce que l'on veut faire? Et donc, ici, l'idée, elle est bonne. L'idée, elle est bonne, mais elle ne va pas jusqu'à la fin. Elle ne va pas, elle ne déroule pas son rouleau jusqu'au bout. On a comme l'impression que c'est plutôt, ça attaque certains individus. Or, il n'est pas question que certains individus soient discriminés ou soient préjudiciés par rapport à leur appartenance politique. Voilà pourquoi il faut reviser volontairement et de façon vraiment impérative, réviser cette disposition parce que ça bloque. Ça va nous amener encore une sorte de crispation et ça ne sera pas bien. Ça va crisper certaines choses, ça risque de déranger même le bon fonctionnement de notre République parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés injustement dans ce pays. Condamnés injustement. Mais alors, ceux-là qui sont poursuivis par la communauté internationale, ceux-là qui sont poursuivis par l'Amérique, poursuivis par l'Union européenne, sanctionnés, pourquoi eux doivent-ils se retrouver ici? Parce qu'on dit que non, il ne faut pas que ce soit, il faut que des conditions, des décisions fermes, je veux dire de condamnations fermes en RDC ou à l'étranger. Ça veut dire si vous avez été condamné à l'étranger, vous n'entrez pas dans le gouvernement. Parce que vous étiez incapable d'observer une loi. Oui, c'est bien bon. Mais de revenir ici chez nous aussi. À l'étranger, on est d'accord. Ils ont pris tout le temps pour condamner les gens. On peut dire 90% ça doit être vrai. Mais chez nous au Congo maintenant, chez nous au Congo, l'appareil du pouvoir a un problème. L'appareil judiciaire a un problème. Cet appareil judiciaire est politique. Ça a été une arme pour faire taire, pour terroriser les autres. C'était un appareil judiciaire terroriste. Nous, on a eu des juges, des procureurs terroristes qui faisaient peur aux autres. Au lieu de dire la loi, ils ne le disaient pas, mais ils s'aimaient la terreur, la peur. Et c'était une sorte de musellement, en fait. On muselait tous ceux qui pouvaient avoir un son contraire. Tous ceux qui pouvaient avoir de l'aura, on le muselait. Au mieux, on les chassait du pays. Au pire, ils étaient à Makala. Au fait, c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Et donc maintenant, sous-estimer cet aspect des choses, monsieur le Premier ministre, vous tombez dans une erreur. Vous tombez dans une erreur et une erreur très grave. Ce n'est pas bien. Donc, moi je crois, si vous gardez cette formulation, ajoutez aussi toutes les personnes qui sont poursuivies par la communauté internationale, par l'Europe, par les États-Unis, ou tout ça, ou même à l'étranger aussi, qui ne fassent pas partie du gouvernement. En même temps, toutes les personnes dont les noms sont cités dans les rapports internationaux, dans les rapports nationaux, ne doivent pas faire part du gouvernement. Aussi, toutes les personnes dont le peuple, toutes les personnes qui seront refusées par le peuple, ça veut dire quand vous sortez un gouvernement, une proposition du gouvernement, si le peuple descend dans la rue pour refuser, contester certains noms, ayez la souplesse d'enlever ces noms-là rapidement. Soyez souple et flexible et comprenez que le peuple ne veut pas. Parce que si vous voulez travailler pour le peuple, alors on n'impose pas un peuple des dirigeants. Le peuple se choisit ses propres dirigeants. Qu'ils soient bien, qu'ils soient mauvais, c'est le choix qui émane du peuple. C'est ce que l'autre disait au cimetière de Gettysburg aux États-Unis. Abraham Lincoln, un tout petit discours, mais qui est resté dans les annales du monde. C'est resté dans l'histoire, c'est resté comme l'un des meilleurs discours. Bref, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il faudrait arriver au point de mettre en place ce système-là. Respecter ce que le peuple veut. Un gouvernement pour ce peuple-là. Un gouvernement qui travaille pour le peuple, qui vient par ce peuple. Et donc, qui vient de ce peuple-là.
Et alors quand le peuple estime que non, ce nom-là n'est pas le nôtre, nous ne voulons pas ce nom-là, nous ne voulons pas de telle ou de telle autre personne. D'ailleurs, le Premier ministre, s'il était inspiré, il aurait pu lancer un sondage. C'est dans des conditions pareilles qu'on trouve des maisons de sondage. Ces maisons de sondage vont faire ce que nous faisons. La télé peut le faire. Nous autres, nous pouvons le faire. Nous faisons un direct. Nous demandons quels sont les noms des ministres que vous ne voulez plus voir. Vous allez avoir les noms. Et si vous avez 15 messages, je prends un exemple, vous avez 15 messages, et 12 messages reprennent un seul nom, où il y a 10 noms qui sont repris par 10 personnes. Alors, vous comprenez tout de suite que cette personne-là n'est pas acceptée par la population. Et on le laisse tomber. Vous pouvez les garder si vous l'aimez beaucoup. Vous pouvez les laisser à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ou alors, mais donnez-lui un autre emploi. Donnez-lui, vous avez beaucoup d'argent aujourd'hui. Donnez à ces gens-là qui dirigent vos fermes, qui dirigent vos projets de routes, je ne sais pas moi, ou même vos entreprises privées. Mais le peuple ne veut pas retrouver ces personnes-là dans l'administration. Aujourd'hui, si vous posez la question au peuple congolais, qui voulez-vous voir au ministère de la Justice? Je suis convaincu qu'un nom pourra revenir 7 fois ou 8 fois. Mais c'est ces noms-là que vous devez placer, qu'ils soient du FCC ou de Cash, ou vous en passez. Parce que c'est l'émanation du peuple. C'est le peuple qui veut voir ce monsieur-là, là-bas. Dans un contexte comme le nôtre, hein, il ne faut pas tomber dans la politisation de tout, parce que la vie des gens en dépend. Je vais aller plus loin pour dire encore une fois. Lorsque le Premier ministre parle de condamnation judiciaire ferme en RDC ou à l'étranger, nous devons ici faire comprendre au Premier ministre que l'étranger et ici, ils ont deux manières de faire les choses. Les juges de l'étranger, je ne sais pas si vous faites allusion à quel étranger, si vous faites allusion aux étrangers de l'Afrique, alors vous n'avez pas beaucoup évolué. Peut-être en Afrique du Sud, ils ont quand même un système juridique qui, excusez-moi, qui essaie de s'en sortir. Si nous allons par exemple aux États-Unis, c'est parmi les systèmes, le système judiciaire le plus fort, hein, le mieux d'ailleurs, mieux adapté. Et si vous êtes en France, je ne sais pas moi, en Allemagne, vous trouvez des systèmes judiciaires qui fonctionnent différemment. Là-bas, par exemple, dans ces pays que je viens de citer, les juges, on ne blague pas avec lui. Le juge, quand il vous condamne, vous pouvez même venir lui dire merci, monsieur le juge, vous avez dit le droit. Parce que vous-même, vous êtes convaincu qu'il n'a dit que le droit. Il n'a pas regardé ma tête, il n'a pas regardé ma race, il n'a dit que le droit. Il est vrai, dans chaque système judiciaire, dans le monde, il y a toujours de petites failles. Ça n'existe nulle part. Aux États-Unis, vous allez voir, on vous dit qu'on a condamné quelqu'un à mort, mais 2 ans plus tard, un fait est révélé que le monsieur n'était pas du tout fautif, c'était plutôt un autre aspect qui arrive et tout, qui change toute la donne. Et on se rend compte que le juge avait failli. Mais à quelle proportion maintenant? Les erreurs de justice aux États-Unis, par exemple, pour ne parler que de cela, on peut les évaluer à 13%. Il y en a même qui vont aller à 10%, 7% des erreurs. Mais au Congo, non, il faut laisser tomber. Au Congo, la règle, c'est les erreurs. La règle, ce sont les erreurs. Donc, on ne peut pas juger les gens sur base des jugements rendus au Congo. Je ne dis pas tous les jugements, non. Au Congo, il y a des bons juges, oui. Au Congo, il y a encore des bons juges. Il y a encore des bons procureurs. Il y a encore des bons avocats. Je pense à Maître Bondo. Je pense à Maître Bossembe. Je pense à beaucoup d'autres avocats qui sont pertinents, qui sont bien. Maître Tony Mwaba. Ils sont nombreux en tout cas. Je ne citerai pas tout le monde. Ils sont nombreux. Des vrais avocats. Des dignes avocats. Qui ne tombent pas dans les histoires à Mickey, Papa Mbawana. Non, des gens, quand ils mettent leur toge, ils savent que je vais rendre service, je vais travailler. C'est des gens qui ont compris la notion de la faim, la dimension philosophique de la faim et la dimension philosophique de la pauvreté. C'est des gens qui ont compris que, bon, ça peut toujours changer les choses. Voyez-vous? Alors, ces personnes-là, au Congo, ce sont des espèces en voie de disparition, en fait. Ils ne sont plus nombreux. On a des avocats qui payent les juges. Au Congo, il y a des avocats qui payent les juges, il y a des ministres qui payent les juges, il y a des pasteurs qui payent les juges. Finalement, bon, les juges, c'est lui le maître de tout maintenant au Congo. En ce moment, vous ne pouvez pas prétendre que vos jugements sont sérieux. Vos jugements ne sont pas sérieux parce que si vous les soumettez à des commissions internationales ou à des commissions étrangères pour qu'ils essaient de voir, de dire le droit à la place du juge congolais, on aura honte tous. On aura honte. Les jugements sont rendus hors délai
Il y a finalement une sorte d'institutionnalisation de la faute, une sorte d'institutionnalisation. On institutionnalise aujourd'hui je dirais les erreurs, quoi. Et donc, il faut à un moment donné comprendre la portée de la question. J'exhorte le Premier ministre à revoir cette disposition-là. Ou vous l'enlevez carrément, ou vous la maintenez, mais vous la complétez. Et j'ai donné la formule qu'il fallait. Il y a donc beaucoup de points. Il y a un autre point, c'est envoyer un signal positif aux personnes vivant avec handicap, capacité de travailler sous l'autorité du Premier ministre, signer un contrat de performance entre le ministre tutélaire et le Premier ministre, présenter 3 candidats par poste ministériel, par ordre de préférence avec CV. Mais il y a un élément ici. L'élément ici, quand vous dites présenter 3 personnes, c'est rien, monsieur le Premier ministre. Excusez-moi encore de le dire, c'est fantaisiste. 3 personnes, ça veut dire quoi? 3 personnes, ça veut dire, on peut vous aligner. Si nous faisons le calcul, faisons un calcul simple. Depuis 2001, que M. Kabila est au pouvoir, jusqu'en 2019, il y a des noms qui ont été cités dans les rapports internationaux et nationaux. D'accord? La Commission nationale des droits de l'homme a eu à citer les noms des gens depuis très longtemps. Les sociétés civiles différemment composées ont eu à présenter les noms des gens comme des méchantes personnes. Et vous avez comme ça à l'international, vous avez tout ça. Et alors vous trouvez des gens qui remplissent cette liste, ils sont extrêmement nombreux. Et ces gens-là, on peut les classer par 5. Donc, même si vous demandez 5 personnes, ne vous en faites pas. Les noms de 5 criminels peuvent revenir. Les noms de 5 présumés criminels peuvent revenir. Les noms de 5 corrompus peuvent revenir. Les noms de 5 amateurs peuvent revenir. Est-ce que l'on peut nous donner? On sait que depuis que M. Kabila est là, il a peut-être eu plus de 10 premiers ministres. Je ne sais pas. Peut-être 10. Si je ne me trompe pas. Je peux me tromper du calcul, mais tout ce que je sais que M. Ilunga est vraiment dans les... Il a dépassé l'étape. Hein, et donc, je crois qu'on a dépassé, depuis la section à l'indépendance, je crois qu'on a dépassé les 20. On a dépassé la vingtaine des premiers ministres, même 30 si je ne me trompe pas. On a déjà dépassé ce nombre-là. Mais maintenant, regardons ici. Ici, c'est que le problème est à quel niveau? Le problème est que quand vous demandez 3 personnes, on peut vous envoyer, je ne vais pas citer les noms des gens, mais on peut vous envoyer par exemple le nom de, je fonde des noms. Martin, on dit Félix, on dit Jean. D'accord. On vous envoie 3 noms. Mais or, Martin était 4 fois ministre incompétent. Félix était 10 fois ministre incompétent. Jean était 4 fois ministre incompétent. Mais on vous présente les 3 noms. Ça ne sert à rien. Ces 3 noms servent absolument à rien. Parce que si vous prenez un, ça veut dire que vous avez accepté de reprendre des gens qui ont déjà travaillé, qui ont déjà échoué. Ici, il fallait carrément dire que tous ceux qui étaient impliqués dans la gouvernance passée, qui n'avaient pas fait des preuves, ne peuvent plus revenir. Et ça, c'est une convenance des partis politiques. C'est une convenance des partis politiques qui doivent, eux, présenter des nouveaux visages. Je crois qu'il faut aller peut-être dans ce sens-là. Il faut plutôt demander, exhorter au regroupement, leur dire, nous voulons que vous puissiez envoyer des nouveaux visages, de nouvelles personnes, pas des gens qui ont déjà dirigé, parce que nous sommes tous d'accord, unanimes, que le Congo est un pays sous-développé. Pas sous-développé parce que nous n'avons pas le potentiel de développer notre pays, non, mais parce que nous avons été longtemps gouvernés par des minuscules, des petits ministres, comme le disait Vergès, hein, des petites personnes qui ont dirigé ce pays. Alors, donc, il faudrait aller jusqu'à ce point-là. Donc, quand vous dites 3 personnes, c'est rien. Il faut peut-être donner 6 noms. Donnez 6 noms, parce que si vous donnez 6 noms, dans tous les ministères, vous les épuisez. Il y en a 65. Donc, si dans les 65, ils doivent donner 6 noms, vous avez compris comment ça fait? Ils ont 40. Donnez 6 noms, mais vous allez les épuiser. Si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, c'est comme ça qu'on fait. Demandez à chaque personne 10 noms. Par exemple, 10 noms dans chaque ministère. 10 noms avec des CV. Et dans les 10 noms-là, vous commencez d'abord par prendre en compte le premier critère. Ne pas faire l'objet de condamnation. On les enlève. Ceux qui ont été condamnés, on les enlève. Avoir une moralité. On essaie de voir ceux qui ont été suffisamment moraux.
Avoir un problème de moralité, c'est de ne pas traîner des accusations qui semblent être fondées. Et là aussi, il faut une capacité managériale pour voir est-ce qu'on peut faire partir quelqu'un simplement parce qu'il y a du bruit sur lui. Mais quand on essaie de voir qu'il y a ambiguïté dans la gestion de quelqu'un, une sorte d'opacité, il est normal que le Premier ministre dise non, 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 monsieur, pas vous. Donc, vous allez vous enlever, supprimer les noms des gens jusqu'au point où vous allez vous retrouver avec 2 ou 3 noms. Et en ce moment-là, dans le 2 ou 3 noms, vous demandez au regroupement. Si vous voulez demander un regroupement, vous le demandez. Si vous ne voulez pas, vous agissez vous-même. Vous dites, bon, nous prenons telle personne. Et c'est fini. Et si vous prenez la personne en question, vous lui confiez la tâche, eh bien, c'est à ce moment-là que la personne va signer les contrats de performance. C'est à ce moment-là que la personne pourra vous proposer ce qu'il pense de ce ministère-là. Parce que je crois qu'il faut qu'il y ait un casting important, mais je crois aussi qu'il faut qu'il y ait une interview, une très bonne interview, où le ministre se défend lui-même. Si ce n'est pas trop demandé, j'aurais aimé que ça soit télévisé. Mais peut-être que ça sera trop demandé parce que ça ne rentre pas dans le cadre de notre loi. Les ministres n'ont pas besoin de présenter leur plan parce que de toute façon, eux, ils n'ont pas de plan. Ils appliquent la politique gouvernementale. Ben oui, cette politique gouvernementale, chacun des ministères a sa politique personnelle, disons sa politique exclusive. Je ne dis pas qu'une politique qui est le lieu propre, non, mais c'est la tactique qu'il va faire, la manière qu'il fera, cette façon de combiner son leadership. Oui, j'aurais aimé que ça soit une interview, mais je suis d'accord avec ceux qui pensent que ce n'est pas possible parce que notre loi ne le permet pas. Mais il est important d'avoir des gens qui sont bien. C'est ce que nous voulons en réalité. Nous ne voulons pas voir des personnes qui ont échoué lamentablement dans les secteurs. Non, ça va déranger beaucoup de gens. Ça va déranger beaucoup de gens. Donc voilà que dans les critères, il faut que le Premier ministre soit clair là-dessus. Nous avons besoin des handicapés, oui. Mais je ne sais pas si ça va gêner les gens. Mais cette histoire des quotas, cette histoire de représentation, moi, je ne sais pas, mais je ne trouve pas ça bien. Peut-être c'est équilibriste, mais je ne trouve pas ça bien. Pourquoi? Parce que ça promet l'incapacité. Supposons qu'on vous dit, on va prendre le quota des gens de l'Est, ou les gens du Nord, ou les gens du Sud, ou je ne sais pas moi, une couche quelconque. Mais on se rend compte que dans cette couche-là, il n'y a personne de compétent. On fait comment? On prend seulement parce qu'il faut remplir le quota? Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de jouer maintenant. Nous sommes appelés à aller plus loin, à ramener ce pays, à travailler 2 fois, 3 fois plus que les autres. Alors il faut qu'on s'empêche certaines histoires. Le temps qui est là, c'est le temps du travail. C'est le temps de trouver les personnes qui conviennent au poste de gouvernance et surtout de responsabilité. On n'a pas le temps de jouer avec ceux-là qui ont le temps de jouer. Le temps qui nous reste maintenant, c'est le temps du travail. Nous devons donc travailler convenablement et travailler de façon sérieuse, quoi. Et pour tout ça, ça demande une seule chose. Ça demande de la rigueur dans ce qu'on doit devoir faire. Donc moi, je demande au Premier ministre de marquer son nom. C'est déjà bien parce qu'à l'époque, on ne voyait pas ça. C'est une très bonne chose. Pour la première fois, au moins, on va voir ça. Des critériums présentés comme ça. Si à l'époque, ça se passait, bon, ça s'est passé pas en cachette. Disons, ça se passait, c'était pas public. Maintenant, là, au moins, c'est publié. On sait qu'il y a un critérium. Mais moi, je trouve une petite légèreté dans ces critères-là. Voilà pourquoi nous demandons au Premier ministre de revoir ces critères-là. Prenez en compte tous ceux qui sont poursuivis. Prenez en compte tous les immoraux. Prenez en compte tous ceux qui ont été cités dans les rapports internationaux. Prenez en compte l'avis du peuple. Et c'est très important. Ainsi, on pourra dire que le droit a été dit. C'en est fini, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Abonnez-vous très massivement. Merci d'être nombreux d'ailleurs parce que vous vous abonnez tous les jours. Et je suis très content. Publiez. C'est la seule façon pour vous d'aider les autres. Publiez, partagez les liens, envoyez à vos frères, à vos sœurs, partout où ils se trouvent et demandez à vos frères, après avoir lu la vidéo, d'appuyer là où on a écrit « subscrire » ou là où on a écrit « inscrivez-vous » ou là où on a écrit « abonnez-vous ». Qu'ils appuient juste là et ça sera fini. Et juste à côté, il y aura une petite cloche. Vous appuyez sur la cloche parce qu'à tout moment qu'on va publier nos émissions, vous aurez la notification et donc vous serez toujours avec nous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.